Bonjour et bienvenue dans le studio des experts, émission spéciale et coup d'œil dans le rétro après 9 ans passés au pilotage de l'émission Les Experts. Je tire donc ma révérence et aujourd'hui, pour revenir sur ces plus de 300 émissions, j'ai invité 10 personnalités politiques qui furent souvent présentes tout au long de cette presque décennie. Alors on va commencer avec les 3 premiers. J'accueille Philippe Close qui le 22 janvier 2016, jour de ma première, était encore échevin. Et aujourd'hui, il est bourgmestre de la ville de Bruxelles. Bourgmestre PS, bienvenue. Merci Jean-Jacques. À ses côtés, Benoît Serex, qui était déjà bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et qui l'est toujours, mais entre-temps, il est passé du CDH aux engagés. Oui, enfin, c'est à peu près le même non. Alors, à propos de chemin, j'en ai une autre. C'est Alexia Bertrand, conseillère communale et maire en 2016, si c'est juste, hein, et secrétaire d'État au budget du gouvernement fédéral en affaires courantes pour l'Open VLD à présent. Absolument. Donc là aussi, c'est un autre chemin du Bonjour. MR au VLD. Alors, je voulais vous dire tout d'abord que cette émission n'est pas une émission hagiographique. J'attends donc de vous critique et transparence dans les remarques que vous ne manquerez pas de faire sur cette émission hebdomadaire relatant l'actualité de la semaine. Et je voudrais commencer par exemple avec un petit clin d'œil qui ne vous concerne pas tous les trois, mais je vous demanderai d'un peu réagir. J'ai reçu, lors de ces émissions, un député européen qui tenait beaucoup au Stade national à Bruxelles et craignait que l'on ne puisse jamais organiser l'euro. Je vois ça, moi, de manière pragmatique. Ouais. On a l'honneur, Michel Platini et les instances européennes ont décidé de faire un euro sur l'ensemble de l'Union européenne. C'est magnifique. Bruxelles, évidemment, ne peut pas être contournée. Si, pour des raisons, qu'elles soient administratives ou autres, on hésite peut-être à avoir un stade qui convienne à Bruxelles, ben alors on a le stade de 50 000 places, c'est l'ESL. Alors, est-ce que Bruxelles doit abandonner le fait d'avoir l'euro 2020 dans son territoire? Est-ce que Bruxelles doit abandonner le fait d'avoir l'euro 2020 dans son territoire? Oui, même en le disant 2 fois, la réponse est oui, on a abandonné. Vous avez reconnu Marc Tarabella qui, bien plus tard, fut soupçonné de favoriser le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde de football. Mais tiens, ce stade national, Philippe Close, c'est entièrement enterré, toute cette histoire-là. C'était quand même un feuilleton énorme pendant cette presque décennie, non? L'Eurostadium, il est enterré. Alors, la rénovation du stade, on a déjà mis quelques millions dedans. Ouais. Il en reste quelques-uns à mettre. Je pense qu'il restera dans le stade national. Un des gros problèmes dans ce pays, c'est aussi l'instabilité de l'Union belge de football. Là. Je crois qu'ils sont à leur 6e CEO en 10 ans. Ouais, exact. Donc, c'est pas évident non plus dans un interlocuteur du football, quoi. Donc après, voilà, moi je pense qu'il va rester là. Le gros problème, comme toujours, c'est comment le financer, quoi. Oui. Mais enfin bon, ici, on n'est pas ici pour refaire toute la politique du Stade national, mais c'est vrai que c'était vraiment un feuilleton pendant toutes ces années. Et je voulais aussi demander le projet Néo et tout ça, tous ces éléments dont on a beaucoup parlé pendant ces années-là. Est-ce que vous dites, j'ai pas trop envie de regarder ce qu'on se disait il y a 9 ans, J'ai je aucun regarde problème. vers J'adore. l'avant. Non, mais j'adore ce qu'on a fait, ce qu'on bouge, et on voit que les choses bougent. Moi, je pense que justement, non, c'est bien de regarder dans le rétro. C'est parfois, je dis toujours que quand on me demande c'est quoi votre pire ennemi, je dis toujours que c'est le temps. Tout prend trop de temps. Et parfois, il n'y a pas assez ce sentiment d'urgence, en effet, qui fait que parfois les gens aussi se désintéressent de l'action publique parce que les choses mettent trop de temps. Ouais. C'est à nous de trouver les solutions pour que ça aille plus vite. Alors, on avait sélectionné un extrait avec Benoît Serex et Vincent de Wolf lors d'un débat dans Les Experts, au cours duquel vous étiez fortement disputés sur le survol de Bruxelles. Mais nous ne passerons pas cet extrait, Benoît Serex, malgré le fait que vous l'aviez demandé, je le trouvais pas mal. Parce à la demande de mes équipes, qui ont estimé que plus de 8 ans après, la séquence serait déplacée. Même si on ne la voit pas, je vais quand même la raconter pour qu'on comprenne un peu. Et vous nous donnerez votre avis, Philippe Close et Alexia Bertrand, peut-être. Pour calmer les esprits qui s'échauffaient en studio à ce moment-là, j'ai diffusé un extrait des Magritte, au cours duquel une comédienne venait chercher son prix, mais elle était en top complètement transparent. Ce qui, pour 2 mâles blancs de plus de 50 ans qui étaient donc en studio à l'époque, était un détournement efficace de sujet. Mais voilà, donc Benoît, c'est vrai que c'était ça, c'était un des extraits qui vous avait marqué des experts. Mais j'ai toujours aimé débattre avec Vincent de Wolf parce que, on débattait de manière animée au Parlement. Quand je devais monter à la tribune, j'attendais qu'il soit dans la salle pour qu'on puisse débattre ensemble. Et donc c'est vrai que j'ai revu cet extrait et sur les avions, on n'était pas tout à fait d'accord, puisque moi j'étais très critique à l'égard du ministre Belot à l'époque qui gérait cette compétence. Et Vincent de Wolf le défendait. Et Vincent de Wolf le défendait, donc c'est vrai que
On y a été, même si on s'entend très bien. Hein. Ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des relations amicales, mais politiquement... Ça veut dire que c'est du théâtre quand vous êtes dans un studio? Non, c'est pas du théâtre. On a chacun nos convictions et on les défend avec ferveur. Et donc, c'est vous, à ce moment-là, qui avez pris cette initiative pour nous calmer de passer cet extrait des Magritte. Nous n'avions rien demandé, mais c'est vrai que le débat était clos. Le vrai fond, Jean-Jacques, il faut le dire, maintenant on peut le dire à votre spectateur, c'est qu'il y a une vieille rivalité entre juristes de l'UCL et de l'ULB, symbolisée par ces joutes verbales qui existent de génération en génération. Et là, voilà, entre Benoît Serex et Vincent de Wolf. Wolf. Et donc là, voilà. Eh bien, merci d'avoir éclairé ce mystère. C'est un décodage. Je veux dire que je ne suis pas tout à fait étonnée par ce détournement efficace parce que Benoît Serex, qui vient de la même commune que moi, m'a toujours dit que la transparence, c'était très important. Alors justement, ici, on reçoit 2 hommes et une femme. On se demande parfois en politique où sont passées les femmes. Et au début des experts, j'avais reçu Laurette Onkelings et Sophie Wilmès, et elles en ont parlé, justement. Est-ce que c'est facile d'être une femme dans le milieu politique? On parle toujours de plafond de verre. Vous, finalement, toutes les deux, vous avez été ministre assez tôt. Sophie Wilmès à 40 ans, et vous, Laurette Onkelings, à 32 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, est-ce que le plafond de verre, quand même, en politique, est-ce qu'il existe? Laurette Onkelings. En tout cas, les choses ont évolué. Je crois qu'il faut bien s'en rendre compte. Quand j'ai commencé, voir une femme en politique, c'était quand même plutôt rare. Et il fallait se faire respecter. J'étais la plupart du temps dans des réunions où il n'y avait que des hommes. Ce qui n'était pas évident. Parce que rien que, par exemple, le ton de la voix. Alors, on me dit souvent que je crie fort. Oui, on dit même parfois que vous êtes hystérique. On le dit jusque-là. Mais c'est vrai qu'à certaines réunions, au départ, en parlant normalement, tout simplement, on ne m'écoutait pas. Et ce n'est pas dans mon tempérament d'accepter qu'on ne m'écoute pas. Donc voilà, donc ça a changé, mais ça c'est une particularité du droit des femmes, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. On le voit dans bien des domaines. On le voit par exemple dans le domaine de la dépénalisation de l'avortement, où des droits liés à la femme sont remis en cause. Et tu me le permettras de le dire. Regardez, au dernier gouvernement, le Cairn était très féminin. Maintenant, il n'y a plus personne. Heureusement qu'on t'y invite de temps en temps. Mais voilà. Mais il était très Laurette Onkelings, il était très féminin. Vous étiez 2 femmes. Il y avait vous et Joël Milquet. Il y avait 2 femmes. Oui, mais c'était parité. Oui. Et alors, vous, qu'en pensez-vous, Sophie Wilmès, la femme en politique? Est-ce que c'est quand vous avez découvert ça, est-ce que vous vous êtes dit je suis la bienvenue, ou bien c'est difficile? J'ai toujours été bienvenue en politique. Moi, j'ai commencé la politique au niveau local, dans ma commune, et puis petit à petit dans d'autres sphères. Je n'ai personnellement, mais c'est peut-être une question de génération, je n'ai personnellement jamais eu de soucis par le fait que j'étais une femme. Au niveau de la voix, je pense que ça va aussi. Et donc voilà, moi, je ne l'ai jamais vécu. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut constater que au niveau du personnel politique en général et au niveau des postes à responsabilité, alors déjà être ministre, c'est un poste à responsabilité, personne n'en dit ce qu'on vient, mais dans les présidences, dans les VP, dans les présidences d'assemblée, etc., on voit souvent que ce sont plus d'hommes, et ça peut être le résultat tout simplement qu'il y a moins de femmes en politique. Alors depuis lors, Sophie Wilmès est devenue Première ministre. Vous êtes secrétaire d'État. Qu'est-ce que vous pensez? La situation a évolué en bien, en mal? Alors j'étais en train de me faire la réflexion avant que Sophie Wilmès le dise, mais non, ça n'a pas tout à fait changé. C'est-à-dire qu'il y a une parité au gouvernement, ce qui est une bonne chose. C'était un souhait d'Alexander De Croo. Il voulait ce premier gouvernement paritaire. Mais si on regarde au niveau du Cairn, tous les vice-premiers, à l'exception d'une seule, sont des hommes. Et donc, si on regarde les présidents de parti, et je crois peut-être même les bourgmestres, et vous le confirmerez. Il y a 4 femmes bourgmestres sous les 19. C'est ce que je disais. Donc 15 sur 19, c'est plus qu'une large majorité. Et donc, là où il y a véritablement le pouvoir, ça reste quand même entre les mains des hommes. Alors, moi, je rejoins Sophie Wilmès, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait l'expérience à titre personnel de me sentir traitée différemment de par le fait que je suis une femme. Mais ce que je dis souvent, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de machisme en politique. Mais du machisme, pas uniquement à l'égard des femmes, entre hommes également. C'est-à-dire que c'est le rapport de force, c'est basé sur le conflit, c'est celui qui parle le plus fort,
le mieux. Et il y a une forme de machisme latent, mais qui, je trouve, est tout aussi pénalisant presque à l'égard des hommes qu'à l'égard des femmes. Vous vous reconnaissez dans ce portrait du homme politique machiste, Philippe? Non, pas trop, mais c'est vrai que moi j'ai un collège où il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est vrai que sur le... C'est exceptionnel. Ouais. Nous, on l'avait déjà la fois passée aussi. Oui, par rapport aux autres communes. Oui, peut-être, oui. C'est vrai que ça nous a interpellé le fait qu'il n'y ait pas autant de femmes bourgmestres. C'est vrai que, parce que je crois quand même que l'électeur a pas mal avancé. J'ai quand même un peu l'impression qu'on n'essaye pas tout le temps d'être dans des postures à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y a quand même une règle que tout le monde doit comprendre, c'est qu'on n'a jamais raison tout seul, comme je dis. Donc à Bruxelles, vous êtes obligé de composer, quoi qu'il arrive. Et donc j'espère que ça joue. Par contre, ce que disaient Laurette et qu'Alexia dit aussi, c'est toujours quelque chose de fragile. Moi, je pense qu'en effet, s'il n'y avait pas eu les quotas, on les a beaucoup contestés, on se souvient des cartes blanches d'Elisabeth Badinter, mais s'il n'y avait pas eu ça, on n'y serait pas arrivé. Regardez en France, le Parlement, les femmes sont vraiment ultra minoritaires, quoi. Et ça devient une exception quand on a une femme qui ressort. Par contre, dans nos administrations, moi, je vois dans les directions, dans les différents staffs, on sent que là, quand même, la mixité est quand même bien ça a bougé en 9 ans. Ça a quand même pas mal bougé. Et la clé, c'est quoi? C'est qu'il y a de plus en plus de femmes, notamment, qui font des études supérieures. On regarde à l'UNIF. Moi, j'ai une statistique que je trouve quand même intéressante. L'ULB me disait qu'en d'ici 2040-2050, 70% des universitaires seront des femmes. Donc, on pourra se demander qu'est-ce qu'on va faire des hommes à ce moment-là. Alors, Sophie Wilmès, qui ne pouvait pas être avec nous, nous a envoyé un message en direct de Strasbourg. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Je propose de la regarder. C'est une émission où, pendant 1 heure, on prend le temps du débat et de l'explication. C'est aussi de la qualité car Jean-Jacques Deleu connaît très très bien ces dossiers bruxellois et les dossiers de la périphérie. Et je me souviens d'ailleurs d'une interview en 2018 où on parlait de l'Union des francophones, qui est un sujet assez niche, où il a décelé une erreur dans mes propos. Heureusement, il l'a fait très sympathiquement. C'est bien la preuve qu'il suit et connaît très bien l'actualité bruxelloise. C'est courageux de sa part de venir avec un moment gênant pour elle-même. Voilà. Mais on va en venir aux premières. Je voudrais montrer l'image d'Alexia Bertrand. Sa première, c'est le 27 avril 2019. Et c'était Jean-Christophe Pezès qui était à ma place et qui vous accueillait. Et en principe, il devrait rentrer sur le plateau si tout se passe bien. Il s'agit donc d'Alexia Bertrand, qui est 3e sur la liste MR de la région bruxelloise, et Calvin Soares, qui est 3e sur la liste écolo à la région bruxelloise également. On est content que vous soyez là. À un moment donné, je me suis dit que vous n'alliez jamais rentrer. Vous vous souvenez de ça, Alexia Bertrand? Alors, ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, il y a des autocollants partout par terre et on est censé entrer à un moment précis. Et je me souviens d'une émission, ça ne devait pas être celle-là, où je suis rentrée un petit peu en dansant encore parce que je faisais une blague avec un collègue et je n'avais pas compris que c'était déjà filmé. Mais donc, c'est qu'on a dû attendre derrière le mur, attendre le signal et que peut-être qu'on ne l'avait pas vu. Un petit peu en retard, c'est pas grave. C'était un moment spécial, ça, l'entrée. Ça vous énerve de devoir attendre Benoît Sorex Mais c'est vrai que c'est une entrée un peu bizarre parce que l'émission commence et puis à un moment donné on nous dit de rentrer, on ne sait pas toujours très bien où s'asseoir. Donc oui, c'est particulier. Mais je trouve que Sophie Wilmès a raison de dire que c'est une émission où on a l'occasion de débattre et de s'exprimer. Aujourd'hui, on est dans un monde du superficiel en termes d'information. Souvent, c'est très réducteur, les réseaux sociaux. Et donc avoir une émission où on a le temps de développer un tout petit peu son argumentation, avec un contradicteur, avec des experts, je trouve que ça apporte quand même un plus. Et ça a démontré quand même toute son utilité tout au long de ces années. Je signale que cette émission, avant que je l'apprenne, était présentée par Fabrice Grosfilet pendant 3 ans. Alors, Philippe Claus, votre première, vous étiez déjà bien à l'aise. Oui. Alors nous avons Philippe Claus, chef de groupe PS, membre donc de la commission. Il est aussi échevin à la ville de Bruxelles, échevin des finances. Alors vous aviez déjà votre carrure. Non, vous n'avez pas bien noté que Alexia Bertrand a dit que je n'avais pas changé. Merci. C'est bien ce qu'on dit. Je crois qu'on n'a pas entendu, mais on peut le répéter. Non, vous avez des souvenirs de cette première pas spécialement celle-ci, mais de manière générale. Généralement, dans ce genre d'émission, les gens doivent comprendre qu'on se prépare pas mal, en fait. C'est-à-dire, je vous envoie les sujets la veille au matin. Comme ça, vous avez du temps pour préparer les thématiques. Donc, on est plutôt concentré, même si le fait, comme disait Benoît, qu'on a un peu de temps, fait qu'on peut s'installer et qu'on n'a pas les 3 phrases qu'on veut placer, comme on a dans certains débats, où on sait que l'émission, on est 6 sur un plateau, elle dure 20 minutes, donc on peut parler 2 fois. On n'était pas dans ce cadre-là. Et puis, il y avait cet échange après avec les experts sur d'autres sujets qui étaient aussi
parfois un peu iconoclaste et intéressant de pouvoir parler d'autres choses aussi. Et donc voilà, je pense qu'on est plutôt un peu plus détendu dans cette émission des experts que l'on peut l'être sur une émission de matinale de radio ou dans un débat à la télévision néerlandophone, où par exemple, ça c'est la mitraillette, ou un débat comme il y en avait le dimanche midi. Ça veut dire qu'on est un peu trop lent ici? Non, mais Alexia en fait aussi. Du côté néerlandophone, c'est très haché comme ça. Il faut pouvoir. C'est un ping-pong beaucoup plus actif. Et ici, c'est peut-être un peu plus latin, c'est vrai, mais c'est pas plus mal, hein, moi je trouve. C'est pas lent, mais ça permet de prendre aussi un peu de recul, je trouve. Alors, il y en a un avec qui j'ai déjà eu pas mal de passes d'armes dans des émissions. Ça, c'était une de ses premières. Il est absent aujourd'hui, mais je voulais vous la diffuser. C'était avec Georges-Louis Boucher. Je crois que c'est pas l'objet nécessairement de la question. Quand on a eu. C'est l'objet de ma question. Oui, mais ce sera l'objet de ma réponse. Voilà, oui, merci. C'est qu'en fait, quand on a 12 jeudis consécutifs et qu'il y a eu autant de gens, je crois que le signal, il est clair. On ne se souvient plus de quoi il parlait, mais Georges-Louis Boucher était à côté de Yuna Maret, qui était une des activistes du climat, et c'était une émission très intéressante où on les voyait débattre tous les deux. Il y a des gens avec qui c'est plus difficile, que vous craignez en débat, Philippe Claus? Moi, alors je vais être franc, comme c'est pas ma langue maternelle, quand je vais à la VRT, là je prépare quand même beaucoup plus. J'ai eu un débat de Afspra, qui est une longue émission d'1 heure avec Bart de Wever. La VRT, oui. Ouais, là, après, j'ai l'impression d'avoir passé mon examen de droit des obligations, quoi. Franchement, sauf qu'à un moment donné, ils ont dévié sur les rôles des villes au Moyen-Âge. Donc déjà, en français, moi, par rapport à De Wever, qui est historien, j'étais largué, alors en néerlandais. Mais en même temps, on est content de le faire, parce que notre boulot, c'est aussi de tracer des ponts entre les communautés, entre les gens. Donc, mais il y a des débats plus compliqués, notamment... S'ils ne sont pas dans votre langue maternelle, c'est toujours un peu plus difficile. Il suffit de parler rugby, hein, ce sera plus simple. Benoît Sorex, il y a des gens que vous craignez? Il y a des meilleurs débatteurs que d'autres, ça c'est clair. Et moi j'ai quand même des souvenirs de débats un peu difficiles avec Philippe Moreau à l'époque, qui lui était... Pas du tout. qui savait être sarcastique, était quelqu'un qui était quand même difficile à manœuvrer, si je puis dire, où c'était difficile de débattre. Pour la suite de l'émission. Alexia Bertrand, il y a des gens qui sont plus compliqués. Quand vous recevez mon programme le jeudi matin, vous dites, celui-là, j'avais pas tellement envie d'être avec lui. Alors non, ici pas, parce que comme l'ont dit Philippe et Benoît, c'est une émission que je dirais bienveillante. C'est-à-dire que les experts apportent une touche, mais il n'y a pas de mauvaise foi. Le but n'est pas d'avoir la petite phrase ou le petit buzz. Le but, c'est d'avoir un vrai débat, une vraie discussion. Moi, ce que je redoute, c'est quand on est avec des journalistes qui, en fait, essayent de faire le buzz. Et puis, si c'est en plus avec des partis d'extrême qui n'ont envie que d'une chose, c'est d'avoir un buzz et qui vont simplifier et dire des contre-vérités, c'est plus compliqué si on n'a pas le temps d'expliquer les choses. C'est ça que je redoute, moi. Alors, une critique que l'on entend souvent à l'adresse des politiques et dont ils les visent, c'est de répéter souvent la même chose. C'est d'ailleurs le paradoxe, s'ils changent d'avis, on les qualifie de girouettes, et sinon on se plaint de ces longues litanies. Alors, je vais prendre 2 exemples. Un exemple avec Philippe Claus, où il me dit chaque fois que le nombre de manifestations à Bruxelles, c'est 1000 par an. Ça n'a pas bougé en 9 ans, ça, ce nombre de manifestations? Alors si, quand même, elles ont bougé, évidemment. Elles sont toujours dans ce chiffre-là. Par contre, c'est le nombre d'événements. On est maintenant quasiment qu'arrivé à 4000. Mais je rappelle toujours ça aussi pour dire que la pression qui est sur la capitale est différente, quoi. Et donc de montrer que le travail de la police, il n'est pas simple, sachant qu'en fait, en plus, 80 à 90% de ces manifs n'ont rien à voir avec la Belgique. En fait, c'est par rapport à l'Europe. Mais je ne vous demande pas de justifier tout ça. C'est sur le fait qu'on a l'impression, quand vous donnez toujours ce chiffre-là, que vous dites la même chose. Mais voilà, je comprends. Je donne des faits qui sont réels. Vous savez, je les signe, hein, donc je les connais. Donc, Eh bien, Benoît Sorex, lui aussi, il aime bien répéter qu'il manque toujours de policiers. Il y a aujourd'hui un définancement des zones de police. On nous demande de travailler dans le cadre de ce travail de proximité qui est important sur le terrain, notamment sur ces problématiques de radicalisme, et on nous donne des moyens en moins. Donc moi, je souhaiterais qu'on tienne ces engagements à ce niveau-là. Et c'est vrai aussi pour le renforcement des parquets, parce que là, je suis plus nuancé que vous. Je pense qu'il est important que les parquets, et particulièrement le parquet fédéral, qui est compétent dans ces grandes affaires de terrorisme, disposent des moyens. Quand on voit les moyens qui sont alloués parfois à l'étranger, et on peut comparer la situation à la France par rapport à la Belgique, on peut dire qu'on est souvent sous-effectif.
J'ai mis 3 fois pour être sûr qu'on comprenne bien. Hein. Ça n'a pas changé. Exactement. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on en discute suffisamment en conférence des bourgmestres. Ce manque d'effectifs, il est toujours là pour faire face à des besoins qui sont malheureusement de plus en plus importants. Donc en fait, c'est pas vous qui répétez la même chose, c'est la réalité qui est toujours la même. Et c'est la réalité qui est toujours la même et malheureusement, on le vit au quotidien comme bourgmestre. Alors j'ai gardé notre rubrique tête d'affiche un peu particulière, avec tout d'abord ceux qui persistent, et puis ce sera le tour de ceux qui ont disparu. Alors, ceux qui persistent, il y a d'abord Donald Trump, il était là en 2016, et il sera de retour, encore plus orange, en 2025. Vladimir Poutine, toujours imperturbablement aux commandes de la Russie impériale, Bachar el-Assad, dictateur sanguinaire syrien, au pouvoir avant le début des experts, mais qui ne l'est plus, Michel Drucker, l'animateur TV au long cours. Alors, Philippe Claus, est-ce qu'il y a un des 4 qui vous inspire ? Mais je vais dire plutôt en mal, hein, peut-être pas en bien. Ah non, en bien. Ma première grosse télé où j'ai pu être vu, c'est Michel Drucker qui avait fait tenue de soirée sur la Grand Place. J'étais jeune échevin du tourisme. J'avais décroché ça grâce à Yves Bigot, que tout le monde connaît peut-être dans le milieu de la télé. Et j'avoue que c'était un énorme succès. Pour le reste, vous savez mon aversion par rapport à Poutine et tout le soutien que j'essaye d'apporter à l'Ukraine. Et Donald Trump, on va devoir le réaccueillir dans le cadre du sommet de l'OTAN, puisqu'il est déjà venu, et l'OTAN est sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et vous avez déjà une date pour l'année 2025 ? En tout cas, ce ne sera pas avant janvier, puisqu'il s'installe en janvier, et puis après, je pense qu'il y aura un sommet de l'OTAN assez rapidement dans le premier semestre. Ouais. Une personnalité dont vous voulez parler. Il y a encore un autre choix, hein, dont vous pouvez réserver votre réponse. Je crois qu'ici, on voit à quel point la géopolitique est devenue importante, en fait. Ces 3 personnalités politiques, c'est l'importance de la géopolitique en 2024, en 2025 aussi. Et Donald Trump, je pense que va donner, je l'espère, un coup d'accélérateur à l'Europe pour prendre notre destin en main. C'est essentiel et indispensable. Paradoxalement, vous voulez dire. Paradoxalement, absolument. Et Poutine, je l'ai rencontré 1 heure dans ma vie, en 2001, avec Freddy Tillmans. Et c'était il venait en fait à l'hôtel de ville, il faisait une visite d'État, et c'était assez impressionnant parce que j'ai l'impression, mais je peux peut-être me gourer complètement, qu'à l'époque, il était plutôt pour une espèce de rapprochement avec l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'il semblait dire. C'est ce qu'on a dit aussi. C'est ce qu'il semblait dire. Et je peux dire qu'il a un côté extrêmement impressionnant dans le sens inquiétant. Mais c'était une déjà rencontre... à ce moment-là c'est un personnage... D'abord, il a une espèce de troupe autour de lui, et puis personne ne bouge, quoi. Donc, il était accompagné de sa femme, il y avait un traducteur. Sa femme était complètement effacée là-bas, mais c'était 1 heure de conversation avec Freddy Tillmans. Alors, je n'ai pas tout suivi parce qu'ils ont commencé à parler en allemand. C'est que Freddy Tillmans parle allemand, parlait allemand, polyglotte, et Poutine avait travaillé pour le KGB en Allemagne de l'Est. Mais le reste, le souvenir que j'en ai, c'est de quelqu'un à cette époque-là, et de nouveau, on a vu ce que ça a donné, qui semblait vouloir donner des gages à l'Europe. De nouveau, je prends plein de conditionnels et les historiens On va passer à ceux qui sont sortis de l'horizon politique pendant ces 9 ans. Tout d'abord, Yvan Mayer, bourgmestre piétonnier devenu consultant international. Nous avons aussi Didier Reynders, ministre, puis commissaire devenu apparemment addict au jeu. Maïnou Rozdemir, députée CDH, puis ambassadrice du Maroc. Et enfin, Youssef Ndichi, de député PTB omniprésent à député MR insaisissable. Il a refusé toutes nos invitations depuis qu'il était sur les listes MR. Alors, est-ce que Benoît Serex, un petit commentaire sur l'un ou sur l'autre ? Oui, il y en a là-dedans qui ont quand même rendu des grands services à l'État. Alors, à un moment donné, c'est vrai que je pense notamment à Didier Reynders. C'est une fin de carrière qui ne semble pas être très, très simple, mais il faut aussi voir tout ce qu'il a apporté comme ministre et comme commissaire européen. Donc tout ça ne doit pas non plus, ce qui se passe maintenant ne doit pas non plus effacer, je pense, ce que ces gens ont investi dans la chose publique et dans l'intérêt général. Malheureusement, mais on ne va pas se prononcer sur une affaire en cours. C'est un peu difficile. C'est pas ce que je vous demande. Non, mais c'est un peu difficile. Ici, c'est des gens qui, factuellement, effectivement, ont disparu. Yvan Mayer est un bon exemple. Il fait d'autres choses. Oui, je pense que je souscris complètement à ce que dit Benoît Serex, même si politiquement on était très opposés. Moi, je me souviens aussi d'avoir suggéré des dossiers avec Didier Reynders et le dire. Et Yvan Mayer, c'est vrai qu'il a eu quasi une mort civile. Alors après, il a démissionné. Comme j'ai déjà dit, la mort civile, elle a été abolie au 19e siècle. À un moment donné, il ne faut pas oublier, moi je sais ce qu'il a fait pour les hôpitaux publics bruxellois, par exemple, pour le CPS, et que parfois la vindicte, elle est extrêmement violente dans notre métier, quoi. Et donc,
Yvan a été quelqu'un qui a apporté aussi énormément de choses, et d'abord énormément de choses à la ville de Bruxelles. Et la vindicte, elle est souvent médiatique avant d'être judiciaire. Et ça, quand on est des personnages publics, on s'expose malheureusement à ça. Je voudrais rajouter encore une personne qui a disparu. J'ai fait une émission avec elle et avec François-Xavier de Donéa, où l'idée était d'avoir des personnalités anciennes. C'est Cécile Gaure. Elle est venue en studio, elle avait 100 ans, et là, elle est décédée juste avant ses 102 ans. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un souvenir particulier avec elle. C'est une femme extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Cécile Gaure, qui a fait pas mal pour la région bruxelloise lorsqu'elle était ministre au sein du gouvernement fédéral. C'est vraiment une femme de conviction, une femme honnête et une femme qui s'est battue pour sa région pendant tant et tant d'années. Hein. Alors, moi, je ne l'ai pas connu, mais il se fait que son petit-fils était un des meilleurs amis de mon fils, et je l'ai appris au moment de son décès. Et notamment, les gens ne le savent peut-être pas, mais son fils, c'est Thierry Gaure, bien connu pour avoir ouvert des grands food courts comme le Wolf et le Fox, qui ont un gros succès, et la Galerie Bortier maintenant. Et c'est au décès de sa maman que j'ai appris, parce que je n'avais pas fait le lien. Il y avait des liens. Voilà, et donc je leur rends hommage aussi, parce que ce sont des gens qui font bouger Bruxelles. Alexia Bertrand, un commentaire sur l'un ou sur l'autre? Moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer Cécile Gaure, mais on parlait des femmes en politique là, tout à l'heure. Voilà encore c'est un exemple. Une des premières femmes ministres. Une personnalité forte, effectivement, qui a marqué. Et pour les autres, bon, il y en a un qui pour moi, n'a pas disparu. Il est député fédéral, c'est Youssef N'Dichi. Non, mais je disais juste qu'il a disparu dans le sens où il ne donne pas d'interview et il refuse toute présence je pense médiatique. la mandature vient de commencer et on verra comment il se positionne et comment il met sa marque sur le Parlement fédéral. Pour le reste, je dois dire que je me retrouve bien dans ce que dit Benoît Serex. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je trouve que la présomption d'innocence est quand même vite oubliée dans notre pays par certains médias, que c'est quand même très important de le rappeler, qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne le sait pas, et que c'est quelqu'un, en tout cas, qui aura fort marqué ma vie professionnelle, pour qui j'ai travaillé avec énormément de plaisir. J'ai beaucoup de respect pour lui, avec qui j'ai énormément appris. Et donc voilà, c'est quelqu'un d'important. Un dernier souvenir avant de quitter ce plateau, parce qu'il y a d'autres politiques qui vont vous suivre. Philippe Claus. Alors moi, j'ai un souvenir par rapport à vous, Jean-Jacques, qui m'a toujours extrêmement impressionné. Vos chemises et vos cravates. Je pense que ça, c'est un vrai mythe dans la politique bruxelloise et dans le milieu journalistique. En tout cas, je ne vous influence pas, parce que vous êtes en blanc, vous avez toujours eu quelque chose, on s'est toujours dit, tiens, là, il a passé une étape, quoi. Donc, voilà, je voudrais vraiment vous féliciter pour ça. C'était quelque chose d'important. Voilà, je pense. Et Benoît Serex, où sont passées vos cravates oranges? Alors, mes cravates oranges, c'est vrai que je les mettais au début de ma vie politique, lorsqu'on portait encore tous des cravates, lorsqu'on allait sur les plateaux de télévision. Et donc, moi, j'avais une garde-robe où j'avais quelques cravates oranges, mais maintenant ça fait au moins une petite vingtaine d'années que j'ai abandonné la cravate, et je me sens d'ailleurs beaucoup mieux comme ça. Très bien. Alexia Bertrand, une dernière petite Ce qu'il faut peut-être dire aux auditeurs, c'est qu'en fait, ici, on est en sous-sol et il n'y a pas de réseau. Et donc, dans cette salle où on attend, ça m'est arrivé souvent de ne pas avoir de connectivité. Ouais. Et parfois, je me suis rendu compte que, mince, j'avais oublié de préparer un thème ou qu'il y avait un thème qui était rajouté. Donc, j'essaye rapidement de contacter mes équipes et je me rends compte qu'en fait, il n'y a absolument pas de réseau. Et donc, je vais devoir me débrouiller toute seule. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, je sais en arrivant à Bélixar. Ils le font exprès. C'est une bonne idée. En tout cas, merci à vous trois d'être venus. Et on va en recevoir 3 autres à présent. Je propose de vous lever, de quitter ce studio et de leur laisser la place. Asseyez-vous tous les 3. Bon, il y en a un qui discute beaucoup à la sortie. Vous verrez de qui il s'agit. Tout d'abord... Charles, dépêche-toi, sinon je ne te ramènerai pas à temps à la maison de repos. Donc, il se met là à côté de Françoise de Smet. Céline Frémaux, ministre de l'Environnement à l'époque du début des experts, aujourd'hui retirée de la politique active, mais elle est aux manettes de United in Learning, l'ancienne fondation universitaire. Non, la fondation universitaire Saint-Louis. Et Françoise de Smet, qui à l'époque était physicienne. Est-ce que vous étiez encore à Erasme à ce moment-là? En quelle année? En 2016. Non, j'avais déjà quitté. Vous aviez déjà quitté. Ouais. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous êtes chef de groupe PTB au Parlement bruxellois. Et Charles Piquet, dit le taulier, ministre-président bruxellois historique, président du Parlement bruxellois en 2016, au moment où cette émission commence. Et aujourd'hui, jeune retraité.
Alors, Charles Piquet, vous êtes donc venu souvent dans cette émission, et lors d'une émission, vous vous êtes retrouvé avec une autre bourgmestre toute jeune. On regarde. Nous rejoignent Charles Piquet, bourgmestre de Saint-Gilles et président du Parlement régional bruxellois, PS. 400 mois de majorat au compteur. Sophie De Vos, bourgmestre d'Effy et FF d'Oderghem, qui est là 2 mois de majorat au compteur. Voilà. Voilà. Alors, vous étiez là avec Sophie De Vos, qui m'a confié qu'elle était très intimidée ce jour-là. Est-ce qu'il y a une épreuve que l'on fait passer aux nouveaux bourgmestres à la conférence des bourgmestres? Est-ce que comme on fait des baptêmes dans les universités et autres, est-ce qu'il y a des épreuves? Non, je trouve que en général, un nouveau bourgmestre à la conférence des bourgmestres est bien accueilli. C'est vrai? Oui. Vous êtes gentil et bienveillant. Et c'est une sorte de confrérie comme ça, oui. Parfois bizarre, mais non, les nouveaux venus sont toujours bien accueillis. Elle l'a été d'ailleurs parce que les anciens se sont mis au service des nouveaux pour pouvoir leur donner des informations. Donc c'était une bonne ambiance. Est-ce que vous vous souvenez de votre première TV, Charles Piquet? Je ne vais pas la ressortir. Hein, c'est pas votre première TV. Votre première... Ah oui. J'avais compris mon premier CV. Non, ça... ma première TV. Oui, est-ce que c'était un moment particulier? Ah oui, mais je crois que je suis passé à la TV dans une autre activité que l'activité politique. Vous étiez à la Fondation Roi-Baudouin? Oui, et puis comme étudiant aussi, j'ai été président des étudiants à Louvain, etc. Enfin, mais ma première TV comme politique, c'était comme échevin. Voilà. Et donc, c'était intimidant ou bien non? Mais j'avais répété un peu. Ah, oui. Donc, je me doutais des questions qu'on allait poser. Alors, je dis oui, évidemment, je prenais un air grave, etc. Et puis, je préparais quelques notes d'humour. Et donc, les premières TV, c'est quand même toujours quelque chose dont on se rappelle. Hein. Oui. Mais justement, Françoise De Smet, on va voir une image de votre première télé, c'était en 2019. Alors, on reçoit cette semaine Martin Casier, député bruxellois qui s'assoit là, vice-président de la Fédération bruxelloise du PS depuis cette semaine, et à ses côtés, Françoise De Smet, chef de groupe PTB au Parlement bruxellois. C'était il n'y a pas si longtemps, mais enfin quand même, il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, je m'en souviens bien, mais j'ai l'impression que j'étais venue quand même avant ça déjà pour des interviews. Oui, pour les interviews, mais pas pour les experts. Pour les experts, non, ça c'était la première fois. Vous avez préparé ça comment? Parce que j'expliquais tout à l'heure que j'envoie les questions et un peu le menu la veille. Est-ce que vous aviez boulotté, vous aviez fait le blocus ou bien comment vous aviez fait? On prépare toujours ça collectivement avec notre équipe aussi. Hein, donc voilà, on partage. Fait des fiches Je n'ai pas de fiches, non. Je n'ai pas de fiches, mais on discute ensemble et on prépare les questions ensemble. Alors, en tout cas, dès qu'il y a un élu PTB au plateau, surtout les premières années, c'était toujours très tendu. Alors voilà un exemple, c'était avec Françoise Berthiaud et Raoul Ledebout. La loi actuelle, alors, pas tourner du pot. Il faut des moyens humains pour pouvoir lutter contre le terrorisme. C'est pas des lois comme ici maintenant à demander que l'ensemble des fonctionnaires des CPS du pays vont devenir maintenant. Des fonctionnaires, bien sûr que si. Votre loi stigmatise clairement l'ensemble d'une communauté qui aujourd'hui. Mais laissez-moi, est-ce que je peux au moins finir mes idées? Oui, mais pas des choses pas justes. Je peux téléspectateurs comme le droit d'un peu entendre. Avant que vous énerviez tous les deux, c'est vraiment pas l'idée. Je propose que Raoul Ledebout aille jusqu'au bout de sa pensée. Je vous remercie. Il n'ira pas jusqu'au bout de sa pensée aujourd'hui, mais ce jour-là, il l'a été. Autre exemple, c'était Michael Verboed et Didier Gozouin sur l'esprit d'entreprendre. Ça n'a pas été mon premier choix, en tout cas, c'est pas... C'est dommage. Ça, c'est votre choix. Mais non, c'est parce que dalle. Ça décrédibilise votre discours, parce que faire croire qu'on peut faire de l'économie sans initiative, c'est un leurre. Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que je n'aurais pas pris le même choix que vous. Voilà, donc des échanges. Céline Frémaux, vous avez déjà eu des échanges tendus? Vous vous souvenez d'échanges tendus sur le plateau? C'est un petit peu la loi du genre sur certains dossiers. Maintenant, ce que je pense qui est toujours essentiel, c'est de rester aussi courtois, de pouvoir poser le débat dans sa globalité et être attentif à ce que chacun exprime son point de vue. Il y a des moments qui sont des moments de tension qui peuvent être liés à l'actualité, puis il y a des sujets qui se prêtent à des débats plus calmes aussi. Oui. Mais comment on se prépare? On se prépare justement à cette tension en fonction des thèmes ou de la personne qui est face à vous? Personnellement, je ne me suis jamais préparé à des moments de tension. Je sais forcément à l'avance qui va être à mes côtés.
je connais fort heureusement dans ce moment-là les points de vue des uns et des autres. Vous êtes rarement surpris par l'expression d'une idée ou d'un projet politique. Alors, c'est pas la peine qu'on fasse cette émission. Je ne suis absolument pas d'accord, parce que je pense que c'est nécessaire aussi de faire connaître, au-delà d'un petit sérail, les points de vue des uns et des autres. Vous êtes diffusé à une heure d'audience et d'écoute qui est large. Ça permet aussi, durant les législatures, de montrer en quoi est-ce que les projets avancent, les propositions peuvent atterrir. Je crois qu'il y a aussi un enjeu d'éducation à la chose publique à travers ce type d'émission-là. C'est sûr que votre adversaire vous surprend assez peu, en général, sur le fond des idées qui sont exprimées. Alors souvent, je pense, au PTB, on prépare des punchlines avec, c'est moi qui les appelle comme ça, hein, vous peut-être pas, mais avec des témoignages de, je sais pas moi, Laurette qui est caissière au grand magasin, Céline qui est assistante sociale, etc. Vous avez des listes comme ça où vous interrogez les gens? Comment est-ce que vous faites? Oui, on part des retours de terrain qu'on reçoit. Hein, donc on reçoit aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux avec des témoignages. Et vous les notez et vous les gardez dans vos discours? Oui, ça nous marque hein, déjà quand on reçoit ces messages. Souvent, ça nous prend dans les tripes et donc on s'en souvient. Et donc c'est des témoignages qu'on peut après ramener sur les plateaux télé. Je pense que c'est important de ramener la réalité. Ouais. Il y a des techniques de rhétorique que vous utilisez, Charles Piquet, dans les débats? Non, j'ai écrit sur la manière de communiquer, mais en fait, je pense qu'il faut se laisser aller à son intuition, à son instinct, et il faut surtout savoir ce qu'on a envie de dire. Et quel que soit le contexte du débat, pouvoir placer, excusez-moi, une idée ou l'autre, un point de vue ou l'autre. Mais qui est l'ennemi? C'est le politique qui est à vos côtés, face à vous, ou c'est l'animateur de l'émission? C'est-à-dire moi. Faites attention à votre réponse. Ou les journalistes experts qui sont là aussi. Il faut d'abord essayer d'égarer un peu l'animateur s'il commence à poser des questions difficiles. Non, mais je rigole. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on doit pouvoir avoir du répondant. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être peut-être soi-même. Alors évidemment, ça provoque parfois des problèmes de rhétorique, comme on dit, c'est-à-dire on hésite, etc. Mais je pense que se laisser aller à être soi-même vaut mieux que de préparer quelque chose qui donne alors le sentiment d'une répétition froide. Et donc voilà, il y a des moments de chaleur, hein, il y a des moments aussi de conflit. Et puis, oui, mais il y a des fous rires aussi parfois. Voilà, des sourires. Parfois par l'humour. Oui. Céline Frémaux, c'est facile de sortir de la langue de bois habituelle et d'être justement très spontané. Est-ce que c'est possible, personnellement, ça? ce qu'il y a, c'est que ça dépend le cadre de l'émission dans lequel vous êtes et de l'actualité aussi qui est en cours. Moi, je rejoins assez fort Charles Piquet sur le fait que vous venez aussi comme porteur d'un message par rapport à ce que vous menez comme combat. Mais non, je pense qu'il y a quand même un danger à rester enfermé dans son message et ne pas se laisser guider par le fil d'une interview. Parce que vous manquez complètement de spontanéité. Faut les deux. Personnellement, mes punchlines, je ne pense pas qu'elles étaient très préparées. J'ai plutôt un caractère spontané et je pense à un certain sens de la répartie. Donc c'est quelque chose qui parfois me venait instantanément, mais que vous devez pouvoir sentir parce qu'il faut pouvoir rester, je pense, respectueux. Alors, Charles Piquet parlait d'un livre qu'il avait écrit sur la communication. Je vais vous parler d'un autre écrivain, parce que là, j'ai l'expérience aidant. Vous avez croisé de fameuses personnalités, Charles Piquet, ici et ailleurs, bien sûr, comme Philippe Moureau, qui est donc passé de la politique à la littérature. Philippe Moureau, ministre d'État PS, qui dans quelques jours sort un livre, son livre qui s'appelle La Vérité, à l'occasion de la foire du livre. La vérité sur Molenbeek. La vérité sur Molenbeek. Tout court, tout de même. Révélé. Mais ça, c'est le prochain livre, peut-être, La Vérité tout court. Ah oui, mais ça, c'est quand je serai dans l'au-delà. Effectivement, il n'a jamais eu l'occasion de l'écrire, La Vérité tout court. Philippe Moureau, ça, c'était une personnalité, on en a parlé en début d'émission, c'est quelqu'un qui était très intimidant. Est-ce que vous aussi, vous a intimidé, Charles Piquet? Parce que vous avez beaucoup travaillé ensemble, hein? Oui. Vous étiez ministre-président, lui était le patron de la fédération. Ça a toujours été une méthode chez lui, c'est-à-dire de glacer l'interlocuteur et ainsi peut-être de prendre plus facilement, évidemment, le dessus sur lui. Quand on connaissait ces techniques, ça allait, quoi. Alors, pour ma part, j'ai toujours bien distingué la fièvre électorale dans les débats et les autres moments, parce que c'est vraiment un contexte tout à fait différent. Loin des élections
on peut se laisser aller à certaines considérations, mais dès qu'on est dans la fièvre électorale, il n'y a rien à faire. C'est un autre climat. Et donc, Philippe était un bon débatteur. Il ne ménageait pas ses interlocuteurs, mais je pense qu'en campagne électorale, il était assez dur. Alors, on les a aussi réunis, enfin Philippe Moureau, on l'a réuni avec Antoinette Spaak sur ce plateau dans Les Experts, 2 monstres sacrés. Donc nous rejoignent à présent Antoinette Spaak, ministre d'État. Elle fut présidente du FDF, l'ancien défi, de 75 à 82. Elle a aussi été présidente du Parlement de la Communauté française. Elle a terminé sa carrière politique en tant que députée européenne, puis finalement bruxelloise. Tout ça, c'était en 99, avec une réincursion de quelques semaines en 2007, je crois. Philippe Moureau, lui, est ministre d'État également, bourgmestre de Molenbeek pendant 20 ans, ministre à de nombreuses reprises, sénateur socialiste. À la fin de sa carrière parlementaire, maintenant il est devenu quasiment écrivain. Et Antoinette Spaak aussi. Voilà, sénateur et député. 2 personnes qui ont pris la plume. Et vous, Céline Frémaux, depuis que vous faites plus de la politique, j'ai parlé de United in Learning, mais vous écrivez. Oui, vous avez sorti un livre. J'ai écrit 3 livres. Oui. J'ai écrit un premier livre en 2011 sur l'égalité femmes-hommes, qui était un de mes combats de départ, comme toute jeune. Voilà, femme engagée en politique, puisque j'ai démarré très jeune, j'avais tout juste 20 ans, ce qui fait que j'ai arrêté probablement encore assez jeune, à l'âge de 50 ans. Puis j'ai écrit un livre qui s'appelait « Maman fait de la politique » parce que j'étais souvent sollicitée par les amis dont les enfants devaient faire des exposés sur la Belgique, la région bruxelloise. Ça m'a donné l'idée de faire ce petit livre illustré. Et puis, il y a 2 ans, j'ai pris le temps d'aller à la rencontre de 8 mamans d'enfants et d'adultes porteurs de handicap pour leur donner la parole. Et c'était un parcours de merveilleuse. C'est une manière aussi de continuer quelque part l'action citoyenne après l'action politique. Antoinette Spaak, est-ce que ça vous dit quelque chose, Françoise de Smet? Vous n'êtes pas de la génération qui a vraiment vécu avec Antoinette Spaak, donc... Non, mais le nom est quand même connu, hein, donc on voit très bien qui c'est, mais c'est vrai que voilà, c'est pas mon timing. Non, pas du tout. Un mot à dire sur Antoinette Spaak, Charles Piquet? Oui, c'est quelqu'un qui apportait toujours beaucoup de pondération, modération dans les discussions. Elle appelait tous ses ministres ses petits poussins. Il y avait quelque chose de maternel chez elle. Mais pour revenir sur ce qu'on disait de la télévision et des débats, moi j'ai quand même eu le sentiment que les gens regardaient, voyaient des choses, n'entendaient pas toujours. Et alors c'était des remarques. Ta cravate, elle n'était pas terrible, des trucs comme ça. C'est pas pour les politiques, vous savez, pour les gens qui présentent aussi. On m'envoyait que mes chemises. Voilà, et l'apparence aussi. Alors, il y a une anecdote qui vaut la peine. Dans l'histoire de la télévision, c'est le débat Nixon-Kennedy. Et donc, on est aux États-Unis, évidemment. Et cette émission est tout à fait éclairante sur ce que les apparences produisent. Il y avait un retard. Et l'émission a été enregistrée beaucoup plus tard. Et Nixon avait une barbe qui poussait très vite. Et elle a percé le maquillage pendant tout le temps où on attendait le débat, puisque techniquement, c'était les premiers pas de la télévision. Et il avait donc une tête horrible, avec les poils qui poussaient. Et alors, certains démocrates ont imaginé une affiche qui venait de la télévision, on voyait la tête de Nixon et avec le slogan « Achèteriez-vous une voiture à cette heure ?» Bon, voilà. Alors, de Philippe Moureau à sa fille Catherine Moureau, il n'y a qu'un pas à Molenbeek, en tout cas, Catherine Moureau était aux côtés d'un autre disparu, Armand de Decker. Vous avez entendu les premières réactions à propos de ce Penisgate, comme je l'appelle. Qu'auriez-vous fait, Armand de Decker? Mais d'abord, j'aime beaucoup le street art, en général. Je me souviens, j'étais voir beaucoup de villes en Espagne, notamment, qui sont très équipées. Malaga, du street art merveilleux. Mais je ne crois pas que je tolérerais cela. C'est-à-dire que ce qui pose problème avec le sujet, c'est qu'il s'impose à tout le monde. Et donc, voilà. Mais, vous feriez effacer? Je pense, oui. Très bien. Et vous, Catherine Moureau, le jour où vous serez bourgmestre? Moi, je vais faire d'abord. C'est pas pour demain, ça. C'est pas pour demain, ça. C'est pas pour demain, ça. Je jure fidélité au roi,
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Un jour, Catherine Moreau serait bourgmestre. Là, c'est sa nouvelle prestation. Elle était déjà bourgmestre avant. Céline Frémaux, vous avez connu Armand de Decker à Uccle, vous, hein? Alors, Armand de Decker, je l'ai connu à mes tout débuts, puisque je me suis présentée pour la première fois en 1994. Ça remonte. Hein. J'étais effectivement sur la liste, pas extrêmement bien placée, et j'avais fait un score tout à fait honorable, voire même plutôt très bien. Et je me souviens de lui, j'étais au balcon de la maison communale à Uccle, encore à l'ancienne maison communale Place Van der Helst. Il est arrivé très gentiment chez moi, il m'a dit « Tu vas voir, la prochaine fois, ce sera bon ». Alors, je ne me suis pas présentée la fois suivante, mais la fois d'après, oui. Et j'ai une affection très particulière pour Armand de Decker. Je suis émue de voir ces images-là. Pour ne rien vous cacher, j'ai une photo d'Armand de Decker dans mon bureau personnel à la maison. C'est un homme qui, pour moi, a une parole par rapport à des engagements qu'il a pris, politiques, une relation de confiance qui s'est construite, et je trouve qu'il a eu une fin de vie politique très dure et très triste. On peut lui reprocher toute une série de choses, soit moi c'est l'homme qui, les derniers mois de sa vie, m'a profondément bouleversée de par le chemin et le trajet qui était le sien. Et pour vous livrer quelque chose de plus personnel, il est enterré à 10 mètres de mon papa. Et quand je passe au cimetière voir mon papa, il m'arrive souvent de fleurir aussi Armand de Decker. Une fin de vie politique, c'est pas toujours facile, Charles Piquet. Il y en a qui partent sous une mauvaise note, et il y en a qui partent plutôt sur une bonne note, hein, c'est votre cas, mais comment on arrive à bien gérer ça? La sortie du politique, la sortie du monde politique. Il ne faut pas avoir la nostalgie de cette époque-là. On peut faire un bilan. À quoi ai-je servi? J'ai été utile à l'intérêt général, etc. Mais je connais des politiques qui souffrent fort de leur échec électoral, de leur départ de la politique, etc. J'ai toujours considéré la politique comme passionnante parce qu'on portait des projets, on avait le sentiment de servir à quelque chose, hein, mais jamais comme, disons, une fonction à laquelle j'étais attaché pour le lustre qu'elle représentait, quoi. Et il faut avoir le sens de l'éphémère aussi. Il y en a qui s'écroulent parce qu'ils ont perdu une élection, mais bon, voilà, c'est on sait que ça ne peut pas nécessairement durer. Pas toujours, en tout cas. Françoise de Smet, vous, dans ce qui vous a donné envie de faire de la politique, c'est qui? Il y a une personne qui vous a donné envie? Une personne, non, pas spécialement. C'était plutôt... Une idéologie, plutôt, dans votre cas. Oui, et l'envie de vouloir changer la société. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu social, on va dire, parce que j'étais à l'hôpital Erasme. On a soigné beaucoup de gens. Et puis, c'est là que j'ai pu parler beaucoup avec eux aussi, de voir tous les problèmes. Et oui, ça donne envie de changer la société, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de patients, au-delà de leur maladie, qui expliquaient aussi leur vie, leurs problèmes sociaux, etc. Donc... je pense que c'est surtout ça qui m'a poussé. Et dans votre relation aux médias, parce que parfois, moi, j'entends dans certains partis, notamment au PTB, mais on ne nous invite pas assez, on n'a pas assez la possibilité de parler. Du côté néerlandophone, par exemple, on doit dépenser beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux parce qu'on ne nous invite pas. Et quelle est votre vision, vous, des médias bruxellois? Est-ce que vous avez l'impression d'être mal considéré ou bien considéré ou aussi considéré que les autres, je sais pas. En tout cas, à BX1, on a toujours été très bien reçu. C'est pas pour ça que je vous pose la question de manière générale. Après, voilà, quand on voit les statistiques, c'est là qu'on voit effectivement que certainement en Flandre, on passe moins que les autres partis. Ça, c'est quand même des chiffres matérialistes. Mais à Bruxelles, vous n'avez pas de quoi vous plaindre. Non, à Bruxelles, on n'a pas de quoi se plaindre. Céline Frémaux, je reviens vers vous. Voilà, une petite prise de parole dans les experts. Vous parliez du cumul. Il y a aujourd'hui deux difficultés qui se posent dans la question du cumul, c'est la question du temps. Est-ce qu'on peut se consacrer en fait pleinement à un mandat en exerçant effectivement d'autres types d'engagements? Alors moi j'ai connu des bourgmestres, je pense à Joël Riguel, Hervé Doyen, Benoît Serex, qui ont une capacité à pouvoir être parlementaire et en même temps bourgmestre et occuper très très bien le terrain communal. En même temps ça demande énormément d'investissement personnel. Et puis en même temps d'une autre côté il y a la question aussi de l'argent, qui est évidemment toujours quelque chose qui est pointé du doigt. Avec ça, il y a toute une série de règles beaucoup plus strictes aujourd'hui sur la question du cumul, du plafond. Ça, je pense, c'est extrêmement sain. Alors, c'était il y a 8 ans.
Exact. Maintenant, le cumul, on a avancé aussi. Vous trouvez que c'est bien la manière dont... Alors personnellement, oui, je le trouve bien. J'étais en capacité, ou en tout cas légalement, de pouvoir cumuler après être retourné dans l'opposition en 2019, puisque je n'étais plus ministre. Il y avait une majorité et j'ai refusé de le faire parce que je considérais qu'il y avait une capacité de multiplier aussi les talents. La personne, en l'occurrence, qui était à ce poste-là, de par le fait que j'étais empêchée, était, je pense, à ce moment-là, la bonne personne avec les compétences aussi qui étaient nécessaires. Donc, personnellement, je pense que c'est une bonne chose et je l'ai toujours défendue. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une conviction encore plus forte. Maintenant, la question du cumul reste compliquée et du décumul sur la multiplication du nombre de mandataires à Bruxelles. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir Il faudrait diminuer quand même le nombre de mandataires. Je reste persuadée aujourd'hui qu'il y a trop de mandataires à Bruxelles, tant au niveau du Parlement bruxellois, et j'avais toujours plaidé pour 50, et la question des communes, où il y a quand même une pléthore de mandataires aussi. Moins de mandataires et sans cumul. Françoise De Smet, vous êtes satisfaite de la situation d'aujourd'hui en matière de cumul ? Oui, après, on remarque quand même, parce qu'on a vu ça pendant la période Covid, l'importance quand même d'avoir les retours des bourgmestres aussi au sein du Parlement. Ça a ajouté quand même une plus-value sur... Donc vous regrettez alors on va manquer de quelque chose. Ça, je pense qu'on va manquer de quelque chose, d'avoir du concret qui vient aussi au sein du Parlement. Je pense que les bourgmestres ont dû prendre en main beaucoup au moment du Covid et ça a aidé quand même dans les discussions, ça il faut le reconnaître. Mais vos échevins ne sont pas députés régionaux. Non, ça non. Charles Piquet, vous là-dessus? D'abord, il faut bien distinguer les cumuls électifs d'autres cumuls. On ne parle plus de cumul financier, là c'est clair, là, c'est réglé. Ça a été réglé, il y a des plafonds, etc. Oui. Mais donc, moi je pense que je l'ai vécu dans les différents parlements où j'étais, que ce soit au fédéral, à la région bien sûr, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin à la communauté française aussi. Le bourgmestre, il apporte quand même un regard sur la réalité des choses. Il est là véritablement imprégné de l'expérience du terrain. C'est une mauvaise ordonnance pour vous? C'est une mauvaise disposition de séparer les deux? Écoutez, Bruxelles, c'est un petit confetti. Oui. Donc ça veut dire que vous avez maintenant des parlementaires qui n'ont pas une expérience extraordinaire de la vie sociale et des situations concrètes qu'il faut affronter. En conclusion, vous êtes d'accord avec Céline Frémaux, il y a trop de mandataires, mais c'est bien qu'il y ait des décumuls. Eh bien, moi, je vais vous dire que j'avais une vieille idée qui était de dire les bourgmestres étaient, avec toujours les rémunérations qui sont lissées, évidemment, étaient membres de droit du Parlement. Ah oui, et ainsi, on avait au Parlement les gens de terrain qui sont capables de faire autre chose que le terrain aussi. Et on avait aussi, alors, des juristes de qualité. On avait peut-être quand même des gens qui connaissent un peu l'économie aussi. Et c'eût été une manière d'allier vraiment l'expérience de terrain et la perception de ce que les gens vivent avec parfois des producteurs de législation qui ne sont pas vraiment au courant des réalités. Céline Frémaux, pour terminer très brièvement sur cette question-là, je pense qu'il y avait toute une série d'idées qui ont été déposées sur la table. Il y a la question d'associer les bourgmestres, parce qu'il y a cette expérience de terrain qui peut se faire de droit ou avec une espèce de chambre autre, entre guillemets, au niveau de la région bruxelloise, mais c'est inaudible aujourd'hui par rapport... un machin. Voilà. La deuxième chose, par contre, sur laquelle je reste convaincue, c'est que dans le trajet des décisions du gouvernement, on sait qu'un texte est déposé en première lecture, puis en deuxième lecture. L'avis de la conférence des bourgmestres n'est pas liant. Et j'ai toujours plaidé pour qu'à un certain moment, l'avis de la conférence des bourgmestres, c'est-à-dire ces réunions qui se tiennent souvent le mercredi, puisse être associé à une première lecture et qui puisse devenir liant à un certain moment, pour que cette voix soit pleinement entendue et que ce soit justifié, et ça l'est en réalité. Les retirer complètement du processus... Je ne comptais pas vraiment qu'on propose de nouvelles dispositions pour 2025. Non, mais c'est pour dire qu'on peut être créatif en région bruxelloise encore après avoir été la politique. Donc n'oublions pas la société civile qui était fort présente dans l'émission des experts. Il y a eu des philosophes, des artistes. Je pense notamment à ce duel qui a eu lieu entre la comédienne Laurence Bibot et un spécialiste du mensonge qui avait sorti un livre sur le mensonge et de voix mensonge, comédie, quel est le rapport. Mais de la société civile, il n'y a parfois qu'un pas vers la politique. Comme ici, avec ces deux personnalités.
Pas d'invité politique jusqu'aux élections du 14 octobre. On alternera avec des gens de la société civile et aujourd'hui on a décidé d'inviter une représentante syndicale et un représentant du patronat. Alors tout d'abord Estelle Queulemans, secrétaire générale de l'FGTB Bruxelles. Aujourd'hui, Estelle Queulemans est députée européenne, PS, et Olivier Willox, il est député bruxellois et maire. Donc, la société civile en politique, c'est une réussite d'après vos expériences? Mais moi, j'ai vu toute une série de personnes de la société civile émerger aujourd'hui en 2024. Je pense à Elisabeth de Gries, Yves Copiters, dans d'autres partis, il y en a également. Je pense que oui, je crois que c'est quelque chose de nécessaire. Je suis contre les carrières en politique ad vitam aeternam. Et je pense que les personnes qui ont une expérience de terrain ont quelque chose à apporter. Comme à un certain moment, vous avez apporté beaucoup de choses. Et il est bon de retourner sur le terrain aussi. Françoise de Smet, là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, toute l'expérience de ce qu'est la vie, la réalité de plein de travailleurs dans notre pays est bonne à faire rentrer dans les parlements. Est-ce qu'on ne comprend pas ces gens parce qu'ils ont de la popularité, beaucoup de followers, je ne sais pas quoi, chez vous? Chez nous, certainement pas. Vous les prenez alors que personne ne les connaît? Nous, vous voyez bien, dans notre nouvelle équipe, aujourd'hui, on a beaucoup plus de travailleurs aussi de différents secteurs, que ce soit les crèches, que ce soit les maisons de repos, ils peuvent aussi avoir beaucoup de gens qui les suivent, hein. C'est pas interdit. Oui, mais ce qu'on veut surtout, c'est une représentativité de l'ensemble social de la société. Charles Piquet. Il y a eu peu de réussite de gens sortant de la société civile qui se sont installés dans des parlements, ont fait entendre leur voix, peu qui ont été convertis, je dirais, à l'idée de faire une carrière parlementaire, parce que ce sont souvent des gens d'action, ce sont des gens qui visent évidemment à trouver des solutions concrètes à des choses. Ils sont vite découragés? Oui, on s'emmerde quand même un peu parfois dans les commissions parlementaires, etc. Et alors, ce qui est vraiment très grave aujourd'hui, c'est que le Parlement, quand vous le prenez, et vous prenez la formation des parlementaires, quelles ont été leur vie hors politique, etc., il y a quand même, je dirais, un problème, c'est que les parlements ne sont pas vraiment le reflet de la société. Mais ils ne l'ont jamais été. Il manque, par exemple, au Parlement, il manque des gens qui ont, disons, un réflexe d'analyse économique. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le privé et qu'en général... vous ne dites pas ça parce que vous avez fait des études de sciences économiques, vous? Moi, j'ai fait des études de sciences économiques, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'économistes appliqués. Hein, je veux dire, des gens qui ont une expérience de la vie économique, commerciale, etc. Ça manque. Mais manque aussi parfois dans les parlements des travailleurs qui ont l'expérience du travail, du rapport entre, je dirais, la direction, le patronat et les travailleurs. Donc voilà, mais c'est comme ça. Le suffrage universel ne permet pas de dire il y a un comptable de ceci, un comptable de cela, etc. Mais les parlements ne sont pas toujours le reflet. J'ai un quota de personnalité politique pour cette émission, en tout cas. Donc je vais devoir vous demander de quitter le plateau. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans cette émission des experts un peu spéciale. Et je vais faire appel à nos 4 derniers invités pour qu'ils vous remplacent. Merci à vous. Merci à vous. Oui, merci. Oui, merci. Oui, mais si tu restes encore. Merci. Hein. Alors, installez-vous. On se croise entre les anciens et les nouveaux. Ah oui, là. Merci Fadila Lanan de ranger les verres des précédents. Merci à Rachid Madran aussi de le faire. Voilà, donc nous recevons David Wetzman, conseiller communal qui monte, c'était en 2016. Et aujourd'hui, il est président du CPS de Bruxelles pour 2025. Bonjour. À ses côtés, Fadila Lanan, qui à l'époque était secrétaire d'État à la collecte et au tri des déchets en région bruxelloise et aujourd'hui députée bruxelloise. Bonjour. Joël Maison, député et échevine de l'instruction publique à Uccle au moment du début des experts, en tout cas au moment où je m'en suis occupé, et aujourd'hui députée bruxelloise défi. Et à ses côtés, Rachid Madran, qui lui, à l'époque, était ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles et aujourd'hui premier échevin PS à Etterbeek. Donc, bienvenue avec vous 4. On va terminer l'émission avec vos 4 expériences fournies, pleines d'anecdotes et de clashs. C'est assez régulier dans l'émission d'avoir des clashs entre invités politiques et parfois entre experts et politiques. Voilà, je vais prendre un exemple avec... D'abord, Asita Kanko, qui n'a pas pu être là, elle voulait venir à l'émission, c'était quand même un bon exemple de clash, mais elle n'a pas été présente et elle nous a envoyé une vidéo, on la regarde.
Parfois, on était d'accord, parfois, on n'était pas. Je parle des invités. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est le calme avec lequel Jean-Jacques opérait, en traitant tout le monde avec respect, en posant ces questions fortes, mais avec douceur. Et on repart toujours de BX1 en se sentant à l'aise, pas sous tension, pas sous pression. Et ce sentiment-là a toujours été celui que j'ai eu chaque fois que je suis venue dans ton émission. Bon, elle parle beaucoup de bienveillance, c'est bien, mais un jour, elle a proprement engueulé un des experts. Ce que vous venez de faire, c'est du mansplaining. Vous m'expliquez comment je dois faire mon travail. Vous pensez que je ne connais pas la situation de la criminalité à Bruxelles. En tant que responsable politique, justement, j'ai beaucoup de gens qui viennent m'en parler. En tant qu'auteur aussi, si vous voulez, vous pouvez aller lire la deuxième moitié. Vous verrez toutes les statistiques et toute la recherche que j'ai faite pour parler de la situation des femmes dans notre pays et à l'étranger. Et la question qui fait énormément souffrir, c'est cette impunité. Voilà. Autre exemple, avec cette prise de bec entre Frédéric Dubus et Karine Lallieu, et avec une témoin qui était là. Ça fait 30 ans, et à chaque fois c'est pareil, l'opposition est contre, et la majorité est pour. Enfin, c'est le même petit cirque, et on sort des chiffres. Cirque, hein. Quand on fait 3,5 milliards d'économies, moi je veux bien dire ça aux patients, mais c'est pas du cirque. Oui, mais, enfin, je veux bien dire ça aux pensionnés, oui, non, mais c'est pas du cirque. Vous avez sûrement raison. Non, mais moi je vois ça d'un peu plus loin. C'est notre métier. Oui, mais mon métier aussi à moi, c'est de le voir avec un peu de recul et de voir que systématiquement on se balance des chiffres. Et si j'étais dans la majorité, je vous balancerais un chiffre en disant mais vous avez aussi. Enfin voilà. Donc. Oui, mais vous avez sûrement raison. Vous savez, quand vous avez un salaire en fin de mois, les gens savent ce que c'est un chiffre. Quand on diminue votre salaire, quand vous diminuez de votre pension et que vous devez payer votre loyer. Et tout ça, c'était sous les yeux ébahis d'une jeune maison qui en était à sa première prestation des experts. Oui. Et elle a dû assister à cette forte prise de bec. Avec une coiffure très improbable. Oui, vous avez le souvenir de cette première prestation? J'ai un souvenir de mon stress qui précédait cette première prestation. Oui, moi, je m'en souviens aussi. Et donc, j'étais extrêmement stressée avant chaque prestation, mais en particulier avant cette première prestation. Et voilà, finalement, ça s'est bien terminé. J'étais assez heureuse de ne pas participer au clash. J'étais témoin, comme vous l'avez dit. Mais je suis assez sidérée de voir que les coupes de cheveux, en fait, évoluent. Ça, en 8 ans, en 9 ans, ça change. Et on verra d'autres exemples. Ne vous inquiétez pas. Pour les autres. Mais juste pour revenir là-dessus, effectivement, sur le stress, Joëlle Maison, effectivement, déjà, dans la salle de maquillage, vous étiez déjà très stressé. Mais avant, oui. Monsieur Delay, avant ça, je ne la voyais salle pas, de évidemment. Oui, effectivement. Oui. Oui. Et comment on arrive à se déstresser quand on vient à une émission comme Les Experts? Alors, c'est compliqué. Je ne vais pas vous raconter toute mon histoire personnelle, mais j'ai fait des choix de vie, d'études. J'étais avocate pendant 15 ans. J'étais extrêmement stressée avant chaque plaidoirie. Et donc, c'est comme si je me mettais à l'épreuve et que je choisissais finalement des métiers, des fonctions qui impliquaient chez moi un taux d'adrénaline très élevé que je devais être amenée à gérer. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne me suis pas auto-psychanalysée, donc je ne peux pas répondre à votre question. Comment on arrive à gérer? Mais je dois dire qu'ici, j'ai rarement été invité sur CNN ou même dans d'autres médias. Mais ici, c'est un peu CNN Bruxelles. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ici, le format de l'émission permettait de se déstresser parce que, comme c'est un format long, on avait le temps d'exprimer son point de vue sans devoir utiliser nécessairement des éléments de langage ou des phrases choc, ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Je suis très content que donc l'émission soit déstressante. Vous avez largement contribué au déstress. Est-ce que vous avez des petits trucs, vous, avant que vous passiez sur antenne, que ce soit ici ou ailleurs, pour justement apparaître très posé, très calme? D'abord, je prépare. En général. Pas aujourd'hui, hein, je vous avoue. Aujourd'hui, j'ai rien préparé. Je vous ai demandé de ne pas préparer. Voilà, justement. Mais sinon, je prépare parce que je trouve que d'abord, c'est plus respectueux pour ceux qui vous invitent. Et puis, quand les sujets sont donnés, évidemment, on a l'occasion de préparer les choses. Hein, dans l'émission, je vous envoie les sujets la veille. Vous laissez quand même des surprises. Mais donc, voilà, c'est bien de préparer parce que du coup, ça permet aussi d'avoir plus confiance en soi. Mais moi, j'avoue aussi, comme Joëlle, j'ai toujours stressé avant de prendre la parole, alors que j'ai aussi fait des études de droit et que j'ai toujours dû m'exprimer oralement et que j'ai toujours fait des métiers qui étaient un peu contre nature, parce que de nature, je suis quand même timide, même si ça ne se voit pas. Mais je travaille là-dessus. Et donc, ce que je fais des exercices de respiration.
C'est très efficace. Et d'ailleurs, à tout moment... C'est-à-dire, vous pouvez nous montrer? Oui, alors, vous faites le 4... Oui. Le 4, 7, 8. Donc, en fait, vous prenez votre respiration pendant 4 secondes, vous bloquez la respiration dans vos poumons pendant 7 secondes et vous expirez en 8 secondes. Vous pouvez le faire d'ailleurs avant quelque chose de stressant à faire dans votre vie ou simplement quand vous allez vous coucher. En fait, vous pouvez faire 3-4 fois cette respiration et vous allez vous endormir, mais comme un bébé. C'est une très bonne manière de s'endormir parce qu'en fait, vous déstressez et vous vous concentrez sur votre respiration, ce qui vous fait oublier le stress pour lequel vous étiez en panique. Eh bien, voilà, on ne sera pas venu pour rien. J'ai vu que David Weitzman essayait déjà le 4-7-8. Ah, mais j'ai même une app pour le faire. C'est vrai? Ah oui, donc vous partagez cette cette habitude. J'ai téléchargé il y a peu de temps, qu'on m'a conseillé, et effectivement, ça marche pas mal. Mais normalement, on doit le faire 5 minutes, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc, oui, mais en même temps, je peux t'endormir pendant 5 minutes. Rachid Madran, vous avez un petit truc, vous aussi Pas vraiment, pas vraiment. Dans une autre vie, j'étais journaliste, donc je vais dire le micro, la radio, c'était quelque chose qui m'était familier. Mais moi, dans cette émission, mais pas que dans cette émission, en général, ce que j'aime bien, c'est le moment du maquillage. Parce qu'on prend soin de nous. Oui. Quand on arrive fatigué comme aujourd'hui, on nous chouchoute, on cache nos cernes. Moi, j'en ai pas mal. Et alors, c'est le moment où... Je ne fais pas les exercices de respiration, mais en tout cas, c'est un moment que j'aime beaucoup, moi. Et c'est là où voilà, on se remet les idées en place avant de passer à l'émission. Il est important de signaler qu'on fait du maquillage, on ne fait pas de massage de la tête. Mais peut-être qu'il faudrait... Non, ça pourrait être utile pour déstresser le massage. David Weitzman, à part le 4-7-8, est-ce qu'il y a des méthodes, des petits trucs, des tips? Il y avait un peu plus de sport là, en 2016, 2017, 2018. Quand on va vous voir dans un instant. Il y avait un peu plus de sport, mais le sport c'est quand même bien. Oui. J'avoue que depuis que je suis papa, j'ai plus l'occasion d'en faire, mais je veux m'y remettre. Mais le sport, l'activité physique, c'était quelque chose d'assez important pour... Oui, effectivement, mais bon, ça demande... Oui. Et donc là, le sport, non mais je dis ça pour réguler le stress, pour un peu... Le sport, aider. Ça aidait beaucoup. Alors, je vais revenir à Fadila Lanan, parce que... ministre des médias de la culture pendant 10 ans, parce que ça c'était avant les experts, vous aviez l'habitude d'être souvent interpellé, sur les poubelles aussi bien sûr. Exemple avec Michel Casselenbogen, le directeur du théâtre Le Public, qui n'était pas content du tout. Excusez-moi, mais là je m'énerve un peu. Un dernier, je trouve ça magnifique qu'il y ait des initiatives nouvelles pour bien s'entendre ensemble. Il y a un secteur culturel qui n'en peut plus, particulièrement les artistes, particulièrement les acteurs et les actrices. Et c'est très bien de mener des initiatives nouvelles, moi je suis pour. Mais n'oubliez pas ce qui existe et qui est en train de, crever. Donc voilà, la culture. On a vu tout à l'heure sur le survol de Bruxelles, on disait la même chose il y a 8 ans qu'aujourd'hui. On peut dire que pour la culture, c'est toujours un peu la même problématique. Les artistes et les comédiens se plaignent. Et alors, je voudrais quand même préciser qu'en 2016, je n'étais plus ministre de la culture. En plus, c'était même plus de votre faute. C'était pas de ma faute. Et d'ailleurs, Michel Casselenbogen reste, en tout cas, une personnalité qui est dans mes contacts réguliers, puisque régulièrement, il me transmettait, en tout cas, une série d'informations à l'égard du pouvoir politique de la communauté française. Et c'est vrai que ça reste un secteur qui est toujours en demande et qui a des besoins énormes, mais qui participe, je dirais, à la cohésion de notre société. Sans la culture, on serait tous... dans des hôpitaux psychiatriques, me semble-t-il, parce que la culture, elle participe aussi à notre bien-être mental. Et donc, je crois que vraiment, ça reste une compétence importante. Et encore aujourd'hui, on le voit. Enfin, moi, je suis députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles et on a eu un débat assez important sur le budget et notamment le budget de la culture. Il y a encore pas mal de revendications. On a dû faire... le président du gouvernement a fait le tri. Ils ont renouvelé des conventions, mais ils en ont supprimé quelques-unes, etc. Et donc, on sait que c'est un secteur qui a toujours besoin d'un soutien, et je pense qu'ils ont raison, parce que c'est important pour nous tous. D'accord, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais je voudrais revenir sur ces interpellations, parce que quand vous étiez secrétaire d'État aux poubelles, rebelote. Les Bruxellois ont eu du mal à s'adapter au changement de calendrier, mais je pense que chaque jour, les choses vont de mieux en mieux sur le terrain. Et je crois que d'ici 3-4 semaines, pour les Bruxellois, ce sera très simple. Ils sauront quel jour sortir, quel sac. Et pour les travailleurs, ce sera plus simple aussi.
En 2017, d'ici 3 à 4 semaines. Oui. Alors que je vois que, malgré tous ces changements de calendrier, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, puisqu'après vous, il y a eu d'autres secrétaires d'État. Avant vous, il y en avait d'autres aussi, n'est-ce pas, Rachid Madrad? Donc, est-ce qu'un jour, on arrivera peut-être à fixer de manière un peu plus stable les calendriers des ramassages de poubelles moi, je dirais quand même... Vous avez l'espoir qu'en 2030, ça ira mieux? Quand moi, j'étais là, j'ai augmenté le service, en fait, aux citoyens. Donc, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu... Je ne veux pas faire votre bilan ici. Non, pas bien du sûr. tout ça. C'est plus un peu... Mais ça reste effectivement... Mais je crois que la propreté... C'est un sujet qui reste très, très fort. Oui, mais ça touche tout le monde, en fait. Hein. Tout le monde est concerné par la propreté. Vous sortez de chez vous, vous voyez l'état de votre rue, elle est propre, elle n'est pas propre. Qu'elle soit régionale ou communale, le visuel, il est là. Et donc, c'est vrai que ça reste un des points faibles et ça reste quelque chose qu'il faut coordonner entre les communes et la région. Je veux dire, c'est important parce qu'on ne peut pas se jeter la balle l'un l'autre et voilà, ça reste une compétence difficile. Rachid Madrad, est-ce qu'il y a des postes plus difficiles que d'autres? Donc, on a parlé des poubelles, vous êtes occupé de la jeunesse et des sports, le Parlement bruxellois. La compétence de la propreté publique, je trouve que c'est une compétence extrêmement difficile. Moi, à titre personnel, dans cette carrière ou dans ce parcours politique, je dois reconnaître que le secteur de l'aide à la jeunesse a été d'abord un secteur passionnant, et ça a été extrêmement difficile pour moi. Parce qu'on était confronté à des situations terribles, quoi. On parle d'enfants en danger ou en difficulté, etc., etc. Donc voilà, ça, pour moi, c'était quelque chose de difficile. Oui. Et vous, Joël Maison, l'instruction publique, c'est un rêve de s'occuper comme échevine des écoliers, non? De leur remettre des diplômes en fin d'année. C'est pas du tout la partie que j'ai préférée, la remise des diplômes. C'est un peu formel, et ce qui est formel, en général, j'aime pas trop. Mais ce qui m'a passionnée, c'est de pouvoir déployer des projets. Donc, j'étais assez d'abord contente qu'en tant que FDF de l'époque, j'ai créé une école en immersion linguistique français-néerlandais. Donc c'était très existe toujours. Elle existe toujours. Oh, bah oui. Elle existe toujours. J'ai créé une école à rayonnement musical. Évidemment, quand je dis je, c'est toute l'équipe. Pas le cabinet, parce qu'on n'a pas de cabinet à Uccle. Je n'avais pas de cabinet comme échevine. Donc j'ai vraiment travaillé avec l'administration, les services, les enseignants, les directions d'école, inspecteurs pédagogiques. Très très bons souvenirs. Vraiment de porter des projets et de pouvoir comprendre l'enseignement. Mais du point de vue des enseignants, puisque je l'avais compris du point de vue de l'élève et puis de la scolarité de mon fils, mais beaucoup moins du point de vue des enseignants. Alors, David Weitzman, je vais revenir sur votre premier passage. Voilà, je propose que vous étiez déjà très poli à l'époque. Vous attendiez toujours avant de prendre. Ou quoi Tout le monde ne dit pas ça. Oui, non, mais en tout cas, je trouve qu'à ce moment-là, à vos débuts, vous étiez très respectueux. On regarde ça. David Weitzman, alors vous êtes au conseil communal de la ville de Bruxelles. Donc vous avez vécu notamment cette scène incroyable du conseil communal où Pascal Perretta est venu s'expliquer. Comment avez-vous vécu, vous, cela avec délectation Bonjour d'abord, et puis un grand merci aussi pour cette invitation. Certainement pas avec délectation, parce que finalement, c'est une mauvaise image pour l'ensemble des politiques. David Weitzman à ses côtés, député bruxellois et maire, qui lui vit à Bruxelles. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment faire en sorte que l'ORECA s'en sorte mieux à Bruxelles, David Weitzman? C'est d'abord beaucoup de secteurs économiques qui sont dans des difficultés pour le moment en région bruxelloise depuis les 5 ans de cette législature. C'était pour le changement de look aussi. Quand je dis que vous étiez poli parce que vous avez remercié pour l'invitation, ce qui n'est pas toujours le cas. Je remercie toujours pour l'invitation. Aujourd'hui, tu l'as pas dit, je crois. Pas encore. Aujourd'hui, on a été mal accueillis, on a dû s'asseoir comme ça, j'ai pas eu l'occasion de dire merci. Mais quel souvenir, là, ces prestations? Vous en souvenez quand vous voyez l'image? Vous vous reconnaissez? Je pense que c'était pas la toute première. Alors, est-ce que je me reconnais? Oui. Est-ce que je me plais? Ça, c'est autre chose. Est-ce que j'ai quelques kilos de plus? C'est ça que vous voulez me faire dire? Oui. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais oui, absolument. Et je me souviens de tous les débats, de tous les échanges qu'on a eus entre vous. Et je ne veux pas vous dire que vous êtes aussi agréable. Vous mettez les gens aussi particulièrement à l'aise. Vous les accueillez bien. Donc ça nous plaît, en particulier, effectivement, quand on débute. J'étais conseiller communal à l'époque. Je venais d'être élu. Donc, vous mettez les gens à l'aise. Et alors, pour certains, d'ailleurs pour vous,
un passage aux experts, c'est un peu comme un rendez-vous Tinder professionnel. Hein. Alors, racontez-nous ça, cette rencontre avec Nicolas Roisin, qui était un des experts de Oui, alors c'était un expert. Je crois que c'était ma toute première, là, vraiment. Et je l'avais trouvé un peu agressif, un peu dur à mon égard. Et donc, on s'était recontacté. Et puis, peu de temps après, lorsque je suis devenu échevin, on m'avait conseillé Nicolas comme assistant et puis comme chef de cabinet. Et, puis, et depuis lors, nous travaillons toujours ensemble. Et donc, depuis lors, il n'est plus expert dans les experts, puisqu'il ne peut pas. Il ne peut pas cumuler. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a un autre cas, c'est Marie Thibault de Mézières, qui était aussi experte. Et elle a rencontré aussi Elke van den Brandt suite à ce plateau. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas les deux seuls cas, mais c'est un peu comme grâce à une émission de télé, on a un mariage. Voilà. Vous avez toujours la séquence aussi? Je ne l'ai pas retrouvée exactement parce que voilà, la séquence était assez longue, mais je l'ai vue et j'ai vu qu'effectivement il était assez dur, mais pas que contre vous, hein, il était dur vis-à-vis de la personne qui était à vos côtés. Alors Rachid Madran, un peu comme moi, vous avez changé de corps. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben, je propose qu'on regarde ça. Est-ce qu'un magistrat peut faire grève? Est-ce qu'il y a un malaise entre les pouvoirs? Est-ce que vous avez été choqué, Rachid Madran, parce que Jean Cotte a dit le premier magistrat du pays? Choqué, non. Je pense que c'est un cri du cœur, un cri d'alerte, un cri d'alarme. Vous l'avez dit, Rachid Madran, impressionnant. Oui. C'est quand c'est une image, soit qu'on revoit, comme moi, quand je revois comment j'étais. Mais en fait, en réalité, j'étais maigre au départ. Ouais. Et puis, j'ai pris du poids avec cette vie politique. Et en fait, aujourd'hui... Vous alliez trop souvent au restaurant? C'est pas ça, j'avais une hygiène de vie qui était très mauvaise. Dû à et donc, des longues journées de travail, par exemple. Oui, mais on mangeait mal, tard, n'importe comment. Et donc, moi, j'ai eu une diététicienne qui m'a aidé, qui m'a suivi. Et je dois dire aujourd'hui que quand je me revois, hormis les cernes qui sont toujours là, les kilos ont disparu et aujourd'hui les cheveux aussi commencent à disparaître. Il y a de plus en plus de cheveux blancs. Mais c'est vrai que quand on se revoit comme ça, on se dit waouh. Est-ce qu'on fait attention à comment on s'habille quand on vient aux experts? Est-ce que... Oui. Moi, c'est-à-dire écoutez, moi j'ai un dress code, vous l'avez peut-être remarqué, les gens se demandent si je change parfois de costume, mais en fait oui, j'en ai plusieurs, mais toujours les mêmes. Oui. C'est bleu, blanc, avant une cravate bleue, et je veux faire une confidence, parce qu'il l'a dit, donc je peux le dire, quand j'ai perdu beaucoup de poids, je ne sais pas s'il va être content, mais il l'a dit, tous les costumes que je ne mettais plus, eh bien je les ai bien rangés, je les ai mis dans une valise et je les ai donnés à notre ami Christos Doulkeridis. Ah oui. Et vous, Fadila Lalanne, vous venez souvent en rouge. Oui. Oui. Et si vous étiez écolo, vous viendriez en vert? Non. Parce que je ne suis pas sûre que le vert m'aille, en fait. Ah, voilà. Donc, en fait, quand vous allez sur un plateau... Non. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements qui... de couleur rouge. Ouais. Et c'est vrai, quand je veux affirmer quelque part ma position, je dirais, politique, clairement, je mettrais du rouge. Et ça peut aller jusqu'au basket. Je ne sais pas si on les a vus. Je ne sais pas si on les a vus, mais il faut les remontrer. Allez. Voilà. Mais il faut que je lève. Je sais pas. Ne tombe pas. Non, voilà. D'ailleurs, sur les images qu'on a montrées, tu étais en Exactement. En rouge. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on demande toujours comment est le studio en fait, dans lequel on vient. Donc, parce que c'est clair qu'il faut faire attention à ce qu'on met. Oui. Si on arrive et qu'on se fond dans le décor, on ne nous voit plus. Oui, ça c'est le cas du studio virtuel. On fait l'interview de Plus d'actu du vendredi. Il ne faut pas venir en vert. Sinon, voilà. On voit à travers nous. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Donc, voilà. Mais ici, il n'y a pas de problème. Non. Voilà. Et Joanne Maison, vous êtes souvent en noir. Oui, comme mon âme, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que vous réfléchissez à ça avant de venir? Avant de venir, je fais attention. Je suis parfois en pull au Parlement, enfin un peu plus décontracté. J'essaye de mettre une veste. J'ai très peu de vêtements amarantes ou fuchsia. Et c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Et puis c'est un peu moins facile à placer en dehors d'un congrès politique de défi. Mais voilà. Mais je sais que j'ai souvent mis une marinière, des lignes. Des lignes. Là, non. Donc je me suis dit, je vais changer. Et vous, David Weitzman, est-ce que vous choisissez le bleu? Alors, je suis normalement toujours, c'est le conseil qu'on m'a donné,
exactement comme toi, toujours avec une veste et une petite chemise blanche. Oui. Voilà, parfois j'oublie. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que c'était décontracté. Et donc vous avez un petit pull bleu décontracté. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est souvent les invités viennent avec une farde aux couleurs de leur parti. Oui, souvent, cette farde est vide. Non, c'est Est-ce que ça vous est arrivé? Mais c'est vrai, les fardes. Vide, non, mais une vraie farde avec des papiers dedans. Oui. Et une farde rouge. Oui. C'est vrai. Et moi, j'avoue que j'ai acheté la coque de mon GSM bleue. La coque bleue, c'est déjà quand même parfait. Mais on pourra parler de votre dress code. Hein, oui, parce que vous en parlez jamais, mais les petites fleurs, c'est quoi ça? C'est moins intéressant. Je ne crois pas. Je voudrais... C'est toujours avec des petites fleurs, des petites chemises. C'est pour un peu égayer l'émission. Alors, un message d'une absente, Isabelle Durand, écolo, qui a un souvenir de 2016 et surtout des poignées de main. Elle a un peu triché parce que c'était dans l'émission, l'interview, qui se faisait à 12h45 aussi. On l'écoute. Il y a eu aussi cet épisode extraordinaire de la diplomatie de la poignée de main. Alors, il y a un article dans Le Moustique cette semaine où on revient sur toutes ces poignées de main. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de poignées de main assez spectaculaires. Et on a eu l'impression... Trump a l'habitude de serrer la main très très fort. Il l'a fait avec le Premier ministre japonais notamment. Il l'a fait très très peu. Et là, c'est Macron qui lui a serré la main très très vite. Oui, et donc en ce sens-là, c'était, je dirais, pas mal vu d'un point de vue strictement, justement, d'analyse de la communication gestuelle, si je peux dire. Mais bon, elle fait partie de la communication tout court. Et puisque Jean-Jacques quitte la scène, mais que Donald y revient, je ne sais pas s'il faut voir un lien de cause à effet, je lui souhaite surtout que la main de Donald Trump n'écrase pas celle du jeune retraité, à qui d'ailleurs je propose le catalogue d'activités que j'ai reçu lorsque j'ai atteint moi aussi l'âge fatidique pour utiliser intelligemment ses mains, tricot, crochet, coloriage, origami, et donc je te souhaite, Jean-Jacques, d'excellentes activités manuelles productives. Je compte rester aussi actif qu'Isabelle Durand. Peut-être pas dans le tricot, mais quand même. Alors, je vous propose à chacun, peut-être pour terminer l'émission, de raconter peut-être soit un souvenir de l'émission, soit un souvenir télévisuel et politique. David Wetzmann, quelque chose à nous dire? Le souvenir principal, c'était effectivement cette rencontre. Et d'ailleurs, sur base de cette rencontre, on voulait vous offrir une petite bouteille de vin Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, en référence non pas à Saint-Nicolas qui vient de passer, mais à Nicolas aussi. C'est lui qui l'a choisi aussi pour vous. Décidément, il est très présent dans cette émission. Et alors, non, je dois dire que je ne vais pas pointer cette émission en particulier, mais je dois... Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il fallait choisir parfois des personnages, etc. Oui. Je ne connaissais personne. Vous n'étiez pas le seul, hein? Non. Mais moi, je disais toujours, même si vous ne connaissez pas, ça vous dira quelque chose. Oui, donc ça m'a dit quelque chose, mais il fallait choisir quelqu'un, dire quelque chose. On fait semblant. Et puis voilà. Oui. Et puis j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais oui, tout à fait. Fanny Ladana? Moi, c'est pas un souvenir particulier, c'est juste... Voilà, BX1, c'est une chaîne qui pour moi est quelque chose de très important en fait pour Bruxelles. C'est vraiment notre chaîne régionale. Et ce que j'apprécie beaucoup, on l'a dit en début d'émission, c'est le côté où on arrive un peu à l'aise, on arrive un peu à la maison. Et on sait ici que ce qui va se passer, c'est qu'on nous posera des questions, mais c'est pas la culture de je suis fière de poser des questions et je m'en fous de la réponse du politique. Ici, on respecte, je dirais, la dimension de l'échange et on a toujours eu le temps, en fait, d'exprimer les choses. Parfois, on s'est planté. Moi, j'ai déjà eu des petits accros ici où ça a donné le Fishgate, etc. Oui, donc, Stéphanie Meyer qui vous devait interviewer à midi. Exactement. Mais donc, ça peut arriver qu'il y ait des clashs ou des buzz négatifs qui puissent arriver. Mais voilà, on est à la maison et j'espère que cette chaîne continuera encore à travailler. Bien sûr. Et puis ce qui va nous manquer, ce sont vos chemises colorées. Quoi. Et vous. Mais donc, Arnaud Gabriel devient rédacteur en chef en janvier. Donc l'émission aura toujours lieu et il y aura toujours les matinales aussi avec Fabrice Grosfilet qui a l'occasion de vous interviewer. Rachid Madran. Moi, c'est pas une émission où il y a eu... C'est pas sur le fond. Je crois que c'était en novembre 2020. On a fait une émission, Les Experts, avec Françoise de Smet, il y avait Mathieu Ladevez, il y avait Vanessa Lhuillier, vous-même, et on était en plein Covid. Et il y avait donc les distances de sécurité, une émission masquée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'étrange. On était en pleine crise sanitaire. Et au fond, ça nous a obligés toutes et tous à se poser la question de dire comment on continue à faire... comment on va continuer à vivre en société. Et pour faire l'analogie avec le Parlement...
nous aussi, on a dû se réinventer, quoi. On a continué à bosser au Parlement, masqué, mais on a inventé des commissions diffusées. La visio. La visioconférence, on a voté à distance, parce qu'on se disait, mais comment est-ce qu'on va faire pour voter des textes de loi? Et au fond, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que cette crise a été un accélérateur pour le Parlement, et alors aussi beaucoup de fierté d'avoir pu, avec tous les collègues, faire vivre la démocratie bruxelloise, malgré les conditions qui étaient incroyables. Et en même temps, on a pu faire des émissions de télé aussi, pendant ce temps-là. Évidemment. Jeune Maison, un dernier souvenir pour clôturer cette émission. Je vous laisse le soin de la conclusion. D'abord, j'adhère à tout ce que mes collègues ont dit à votre sujet. J'ai dit en début d'émission, vous n'étiez pas là, je ne voulais pas d'agiographie. Eh bien, voilà. Mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'on va faire quand je décéderai. Donc, l'idée, c'est surtout de parler de l'émission et des souvenirs de l'émission. C'était un débat BX1, un débat enseignement en 2019. Et Jean-Christophe Pézès nous écoute, Gaëtan Van Guatsonhoven et moi, évoquer David Lynch. On était un peu stressés, on parlait de cinéma. Et puis, il nous lance un défi, il nous dit, eh bien, pendant cette heure de débat d'enseignement, j'aimerais que l'un et l'autre, vous évoquiez David Lynch ou un film de David Lynch. Vous placiez ce mot. Et donc, on s'installe et commence le débat. Moi, je me dis, je dois absolument me débarrasser très, très vite de ce truc. Donc, je commence à parler du tronc commun polytechnique, du pacte d'excellence, et j'explique à ce propos que le défi n'est pas tant que les enfants des classes populaires puissent accéder à l'université, mais qu'aussi que les enfants de personnes qui ont été à l'université puissent aussi se familiariser à autre chose qu'à l'université. Et donc j'explique à cet égard que si j'avais bénéficié du tronc commun polytechnique, j'aurais été peut-être proche des milieux artistiques, je serais peut-être devenue réalisatrice, je serais peut-être devenue une nouvelle David Lynch. Et donc l'émission se passe. Il y a Barbara Track à côté de moi qui me dit « T'es folle, toi !» qui me dit « T'es folle !» Et puis on attend Gaëtan, parce qu'on savait tous que le défi lui avait été lancé aussi. Et l'émission se poursuit. Et Gaëtan ne parle pas du tout de David Lynch. Et à l'issue, comme vous venez de me donner la parole, on lui donne la parole en dernier lieu. Il dit « Écoutez, il faut absolument une réforme de cet enseignement parce que sinon, ça va être Lost Highway ici. » Donc, il termine avec un cette film phrase. de David Lynch. Oui, c'est ça, en beauté. C'était vraiment très, très bien placé. Merci à tous, merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour la toute dernière émission que j'animerai. Les nombreux experts ne traiteront pas de l'actualité de la semaine, mais bien des 9 années au cours desquelles j'ai eu l'honneur d'officier. Une quinzaine d'experts non politiques reviendront sur des moments importants, cocasses ou même anecdotiques. À la prochaine donc. Merci. Merci.